Perdre son emploi, c'est bien plus qu'un simple changement de situation professionnelle. C'est un bouleversement qui peut toucher profondément l'équilibre psychologique, l'estime de soi et même la santé. Face à cette épreuve, les émotions sont intenses et parfois insidieuses. La tristesse, l'anxiété, la peur de l'avenir. Mais aussi un sentiment plus tabou et destructeur, la honte. Une émotion qui enferme, isole et fragilise. Pourtant, il est possible de la comprendre, de l'accueillir et surtout de ne pas laisser dicter nos pensées et nos actions. Comment conserver un équilibre psychologique ? Pour en parler, je reçois le psychopraticien Jean-Claude Dessat. Bonjour Jean-Claude Dessat. Bonjour. Encore une fois, on va commencer assez général. Pourquoi la perte d'emploi, c'est une épreuve réellement difficile à vivre sur le plan psychologique ? Perdre son emploi, ce n'est pas seulement perdre un revenu, c'est perdre un rôle, un rythme, un sentiment d'appartenance. Le travail structure nos journées, mais aussi notre identité. Il donne un cadre, une place dans la société, une reconnaissance. Alors quand il s'arrête brutalement, c'est tout un équilibre qui vacille. On peut se sentir inutile, dévalorisé, isolé. C'est une véritable secousse identitaire. Et plus encore, cela réactive souvent des peurs profondes, notamment celle de l'échec, mais aussi bien sûr celle du rejet, l'inquiétude pour l'avenir. C'est ce qui en fait une épreuve à la fois pratique, émotionnelle et j'irais jusqu'à existentielle. Mais comme toute épreuve, elle peut aussi devenir un point d'inflexion, un tremplin, une étape de redéfinition de soi, à condition d'être entouré, écouté et soutenu. Alors, je parlais de santé dans mon introduction. En quoi, justement, le chômage, c'est aussi une question de santé publique ? Alors, il est vrai que le chômage aujourd'hui touche énormément de dimensions. Ce n'est pas seulement un enjeu économique ou social, c'est une vraie question de santé publique, comme vous le dites. Pourquoi ? Parce qu'il est associé à une augmentation des troubles psychiques, dépression, anxiété, troubles du sommeil, stress chronique. Les médecins généralistes, les psychologues, les psychiatres reçoivent énormément de personnes suite à leur perte d'emploi. Et vous êtes là pour le prouver. Vous avez quand même beaucoup de gens qui viennent pour ça. Absolument, c'est du vécu, je confirme. Il peut aussi favoriser l'isolement, les addictions ou une baisse du recours aux soins faute de moyens ou par honte, tout simplement. Et cela ne touche pas que la personne concernée. C'est là où on oublie souvent les sphères. On est un petit peu, si je pouvais comparer, comme aux cailloux qu'on jette sur un lac, sur la surface d'un lac, et qui rebondit. Le mal-être, lui aussi, se propage souvent au sein de la famille, du couple, des enfants. Quand des milliers de personnes vivent ces détresses en silence, c'est toute une société qui en porte les conséquences médicales, sociales et humaines. Prévenir les effets du chômage, accompagner les personnes, maintenir le lien, c'est aussi préserver la santé mentale collective. Quelles sont les émotions les plus fréquentes, si je peux me permettre de dire ça, que l'on ressent après une perte d'emploi ? Après une perte d'emploi, les émotions arrivent souvent en cascade. La première, c'est le choc. Surtout si la rupture est brutale ou inattendue. J'ai le cas en tête d'une certaine personne qui a vécu cette chose comme un traumatisme, véritablement. Ensuite vient souvent la tristesse, un sentiment de vide ou de perte, un peu comme un deuil. Très vite, la peur prend le relais. La peur de l'avenir, la peur de ne pas retrouver de travail, la peur de perdre pied. Il y a aussi la colère, bien sûr, contre soi, contre l'employeur, contre le système. Et bien sûr, on l'évoquait tout à l'heure, la honte. La honte qui est souvent une émotion sociale, une des plus sociales des émotions d'ailleurs. Cette impression d'avoir failli, même quand ce n'est pas de sa faute. Ces émotions sont normales, humaines et légitimes. Inutile de chercher à les réprimer. Ce qui compte, c'est de ne pas les enfouir, mais de les reconnaître, de les nommer pour ne pas les laisser s'installer. Parce qu'on ne traverse pas une telle épreuve sans secousse émotionnelle. Et c'est OK. La honte, vous le disiez, ça revient souvent dans les témoignages. Pourquoi cette émotion particulièrement est aussi présente et comment cette honte mène à justement l'isolement social et à une espèce de détérioration de la santé mentale ? La honte est une émotion très présente après une perte d'emploi parce qu'elle touche à l'image que l'on a de soi,
et à celle que l'on imagine que les autres ont de nous. Dans notre société, le travail est souvent associé à la valeur personnelle. Alors quand il disparaît, on peut se sentir moins bien, moins digne, moins plein de choses, comme si on avait échoué. Mais si ce n'est pas vrai, la honte installe l'idée qu'on n'est plus légitime. Honte et légitimité sont extrêmement corrélées. Et cette honte pousse au repli. On évite les proches, les questions, les regards, de peur d'être jugé. On commence à se taire progressivement, voire même à s'effacer. Ce retrait social, s'il dure, isole durablement, nourrit la tristesse, la perte d'estime de soi, et peut même favoriser, comme nous l'indiquions tout à l'heure, tout le spectre des troubles anxieux ou dépressifs. C'est un cercle vicieux. Plus on a honte, plus on s'isole, plus on s'isole, plus on a honte. Pour en sortir, il faut oser parler, parce que la honte a besoin de silence pour survivre, mais dès qu'on l'éclaire, elle perd de sa force. Donc, important de parler avec les gens de sa situation, de ne pas rester finalement dans cette soi-disant honte ou cette peur de ce miroir social aussi dont on parlait dans un autre épisode. Absolument. Par l'extériorisation du ressenti, on atténue la honte perçue, puisque la honte, comme je le disais tout à l'heure, est très très relative et très liée à l'autre, aux autres, à la société. Alors, on est dans ces émotions compliquées, dans cette honte. Or, il y a un conseil que vous donniez dans un autre épisode, de bien savoir garder une routine, de ne pas sombrer dans l'inaction. Est-ce que ça aussi, ce sont des stratégies pour éviter de se laisser embarquer dans ces émotions qui vont obligatoirement nous isoler ? Absolument. Après une perte d'emploi, garder une routine stable, c'est se donner un cadre quand tout vacille. Sans repère, on peut vite glisser dans l'inaction que vous évoquez, puis dans le découragement. Donc ce que je rappelle, c'est qu'il existe des stratégies simples et concrètes. La première, par exemple, c'est se lever à heure fixe. C'est pas parce que je n'ai plus un travail qui me demandait de me lever à 7h ou 8h du matin que je dois rester dans mon lit jusqu'à midi ou 13h. Pas du tout. Ce que beaucoup de gens font, c'est ça le problème. Vrai. Ce que j'ai observé, par exemple, au sein de mon cabinet, ce sont des personnes qui vont se coucher de plus en plus tard. Oui, tout à fait. Donc, on commence à dérégler l'horloge biologique. Non, conservons le rythme que nous avions, qui est sain, pour justement se préparer à l'après. Se préparer, s'habiller, par exemple, ça change l'énergie de la journée, plutôt que de rester en jogging ou en pyjama. Structurer sa journée avec des plages précises. La recherche d'emploi, les tâches ménagères, de l'activité physique, du temps pour soi. C'est important parfois de structurer un petit peu les choses plutôt que de se dire en se levant, bon, je vais voir ce qui se passe, je vais faire ce qui me vient. Non, structurer un petit peu va nous aider justement pour la suite à être un peu plus cadré. Troisième point que je propose, ou stratégie, c'est fixer un objectif par jour. Envoyer un CV par exemple, appeler une connaissance, participer à un atelier, même minime, chaque pas compte. Souvent, ce que j'utilise en thérapie, c'est la méthode du Kaizen. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, du tout. Donc, la méthode du Kaizen, elle porte bien son nom, c'est la méthode des petits pas. Donc, au Japon, on considère que plutôt que de fixer un objectif très loin, très haut, très difficile, on va fixer plein de petits mini-objectifs pour arriver à cet objectif final. C'est ce qu'on appelle la philosophie Kaizen. Et je l'utilise souvent parce qu'effectivement, elle est assez efficace. Un autre point concernant les stratégies concrètes, c'est noter ses réussites, même symboliques. Voir qu'on avance, c'est bon pour le moral. Et surtout, préserver des temps de plaisir et de lien social. Ne pas chercher à trop remplir sa journée, ne pas chercher, comme je l'évoquais dans un autre épisode, à être hyper actif, hyper productif. Ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est ce que je dis souvent en cabinet, c'est du carburant pour plus tard. Une routine, ça n'est pas une prison, c'est une rampe de lancement pour rester acteur de sa vie, même en période de transition. L'autre chose dont on a aussi beaucoup parlé dans un autre épisode, mais c'est quand même important de le rappeler, il me semble, c'est cette histoire d'entourage. Comment on peut demander de l'aide à son entourage sans avoir cette fameuse honte ?
ou auprès d'un psychologue, où là, effectivement, peut-être qu'on aura moins honte parce qu'on sait pourquoi il est là. C'est vrai que demander de l'aide, ça n'est pas forcément facile, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent ou parfois perçu comme un signe de faiblesse. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un acte de courage. Mais oui, je suis complètement d'accord. Et de lucidité, clairement. Même quand on va mal, on a souvent peur de déranger, de paraître fragile ou de ne pas être compris. Pourtant, personne ne traverse une épreuve difficile complètement seul. Oser dire « j'ai besoin d'en parler » ou « est-ce que tu peux juste m'écouter un moment ?» C'est déjà une façon de sortir de l'isolement. Avec un psychologue, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir quoi dire ou d'avoir une grande souffrance à formuler. On vient comme on est, l'écoute est là pour mettre de l'ordre dans ce qu'on ressent, sans jugement, ni tabou. Et souvent, on réalise que les autres sont prêts à aider. Ils attendaient juste qu'on les autorise à le faire. Et c'est bien vous qui pouvez les autoriser, pas eux qui vont vous le demander. Demander de l'aide, c'est reprendre la main sur son histoire. Pour moi, je considère que c'est un premier pas qui change tout. Alors, je vais un peu faire l'avocat du diable, mais vous êtes d'accord que quand on est au chômage, on n'a pas beaucoup d'argent? Parce que quand on parle chômage, ça ne veut même pas dire qu'on reçoit du chômage. On peut rester tellement longtemps au chômage qu'au bout d'un moment, on n'a même plus de salaire qui rentre. Enfin, de salaire. Alors, voir un psychologue, on est d'accord que c'est pas, ça peut être difficile aussi parce que financièrement, on ne peut pas vraiment se lancer là-dedans. On parlait tout à l'heure justement de cet enjeu sociétal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des plateformes et a été mis en place justement par le gouvernement Mon Psy. Donc sur cette plateforme que vous pouvez trouver aussi sur le site Amélie, le site de la Sécurité sociale qui recense toutes les aides publiques, vous avez effectivement un site dédié où sont listés tous les psychologues en France qui ont adhéré à ce système. Auparavant, vous aviez droit à un certain nombre de séances. Je crois que là, le gouvernement a un peu changé. Il a même augmenté et étendu le nombre de séances annuelles auxquelles vous avez droit et qui vous sont intégralement remboursées. Alors, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important de ne pas refouler ses émotions? Et est-ce qu'il existe des pratiques qui aident finalement à les vivre pleinement? Le refoulement, Freud en parlait de façon excellente, bien évidemment, donc je me référerai aussi à lui. Pour moi, refouler ses émotions, c'est comme mettre un couvercle sur une casserole qui continue de bouillir. À un moment, ça déborde. Les émotions qu'on n'exprime pas s'impriment dans le corps, dans le sommeil, dans les pensées. Quand on vit une perte d'emploi, il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur, de la honte, toutes ces charges émotionnelles qu'on a évoquées au début de ce podcast. Les nier, c'est se couper d'une partie de soi, alors que les accueillir, au contraire, c'est commencer à les traverser. Il existe des pratiques simples pour vivre pleinement ses émotions. La première, c'est l'écriture. Vider ce qu'on ressent sur papier permet de clarifier et de libérer. Ça, c'est vrai que c'est souvent utilisé, le journal intime, presque. Voilà, ce que les Américains appellent le journaling, même. Donc, c'est écrire un journal. Tout à fait, ça aide. La deuxième possibilité, c'est la méditation ou la respiration consciente pour accueillir sans juger ce qui monte. On sait à quel point c'est efficace. Christophe André, qui est un grand référent en la matière en France, nous a montré et démontré l'efficacité de la méditation, notamment celle en pleine conscience. Le troisième point, c'est la parole, bien sûr, avec un proche ou un professionnel. Simplement dire ce que l'on vit. Je comparerais l'émotion à une vague. Elle vient, elle monte, mais si on ne la retient pas, elle redescend. La faire exister, c'est juste lui permettre de passer. Retrouvez tous les épisodes de la saga Tranche de vie sur l'espace Perdre son emploi sur massif.fr.